je commence par une boutade. À voir les événements qui se sont produits sur la scène internationale avec la montée du populisme incarné par le Brexit et le phénomène Trump, on peut avoir l'impression que les invasions barbares sont en train de déferler sur notre monde. Nous sommes certainement entrés dans une nouvelle ère où nombre de concepts clés de notre culture sont refondus au creuset de la révolution numérique et apparemment menacés ou à tout le moins questionnés par les nouvelles attitudes que celles-ci engendrent. L'un de ces concepts clés est le littéraire, qui est depuis un siècle ou deux un des piliers de l'école obligatoire. Or, comme le demandait déjà voici 70 ans un fameux philosophe, qu'est-ce que la littérature ? Comme tous les concepts riches et féconds, il est difficile de donner à la littérature une définition pleinement satisfaisante. On se souvient de la réponse qu'avait faite Roland Barthes. La littérature, c'est ce qui s'enseigne, un point, c'est tout. Une boutade en un sens, mais qui devient étrangement circulaire et même aporétique dès lors que c'est un enseignant qui pose la question. Notons d'abord que la catégorie du littéraire est de toute évidence extensible et à géométrie variable, comme le prouve notamment le fait qu'Étiamble ait pu écrire un article sur le dictionnaire comme genre littéraire et que Breton ait pu intégrer des extraits d'annuaires téléphoniques dans son poème Clair de terre. Inversement, autant la catégorie est accueillante, autant elle est instable et influencée par quantité de facteurs. Il est ainsi possible de lire un poème de façon à en évacuer toute poésie, et l'effet humoristique, voire désastreux d'une telle transgression, sera d'autant plus fort qu'il s'agit d'une œuvre connue et réputée, comme par exemple Julos Bocarn, le Wallon, lisant Le lac de Lamartine, qui est sur YouTube. L'objet littéraire n'existe donc pas en soi et ne peut survenir que dans l'opération de lecture, ainsi que l'avait déjà bien vu Jean-Paul Sartre. C'est l'effort conjugué de l'auteur et du lecteur qui fera surgir cet objet concret et imaginaire qu'est l'ouvrage de l'esprit. Et cette opération est influencée par nombre de facteurs, dont le plus important est sans doute la disposition d'esprit dans laquelle le lecteur appréhende une œuvre. Cela explique que le concept de littérature soit éminemment conflictuel. Comme le note Alain Viala dans son dictionnaire, l'histoire littéraire est l'histoire des conflits sur la façon de concevoir, pratiquer et définir la littérature. Et il note fort justement que le processus historique se caractérise au total par une restriction continue du concept de littérature à son sens le plus restreint. Et ce que nous sommes en train de faire ici, je crois, c'est de renverser le processus. Au lieu de me centrer sur une définition du littéraire à partir de son objet, je vais me centrer sur l'approche subjective que l'on en éprouve, ou si vous préférez, sur l'expérience du littéraire. Et pour cela, je propose de concevoir le littéraire comme un filtre. Cette notion de filtre, je l'avais déjà proposée il y a une trentaine d'années. Et ce filtre est formé d'un ensemble de représentations appliquées à des productions langagières et reliées à un état de plaisir cognitif provoqué par ces productions langagières. Ce genre d'expérience, sous sa forme élémentaire, est donc accessible à tout le monde, sans exception. Plusieurs intervenants ont évoqué hier les travaux de Schaeffer sur l'esthétique. On a peut-être ici un cas que les Oulipiens avaient défini de plagiat par anticipation. Car j'ignorais totalement ces travaux lors de la préparation de cette communication. Mais d'après les comptes rendus que j'ai pu en lire en ligne sur le web la nuit dernière, à la suite justement de ce que j'avais appris,
je me suis rendu compte que mon analyse était terriblement compatible avec celle de Schaeffer, car tout comme lui, j'essaye d'ancrer ma réflexion sur les composantes cognitives, qui remontent à l'époque où j'ai travaillé mon doctorat sur la lecture de la fable. Je vois donc trois grands ordres de composantes dans le phénomène littéraire. La première, encore au berceau, l'enfant s'amuse à répéter en écho, explore les sonorités, se laisse bercer par des rimes, répète des comptines. Ce faisant, il expérimente ce qui constitue sans doute le premier niveau du littéraire, la poésie dominée par la jouissance du signifiant roi, qui occupe une place originelle dans toutes les littératures. Signifiant roi d'autant plus jouissif selon Barthes qu'il est complètement vidé de sens pour l'enfant qui fait son expérience du langage qu'il entend au berceau. Par la suite, l'enfant découvre une autre composante du littéraire qui va l'accompagner une bonne partie de sa vie. Il accède à l'enchantement des récits et découvre le plaisir de se projeter dans des personnages et situations imaginaires qui lui apportent en même temps des aperçus nouveaux sur lui-même et sur ses relations avec les autres et le monde. À un autre niveau, il découvre que les textes peuvent inviter à une interprétation transcendante. Celle-ci est explicite dans le cas de la morale des fables, mais est implicite et ouverte dans les œuvres plus conséquentes, où le lecteur découvrira, le cas échéant, et parfois bien des années plus tard, la portée de certains symboles, comme les symboles psychanalytiques qu'on a analysés dans Le Petit Chaperon Rouge, par exemple, ou les rapports entre les divers personnages, ou les liens entre le monde de la fiction et le monde réel, etc. La présence remarquée de l'un ou l'autre de ces facteurs suscite chez le participant, lecteur ou auditeur, un déploiement particulier de l'attention, accompagné d'une émotion plus ou moins forte, que mon tableau ici, très schématique, évoque par la couleur de fond. Attention accompagnée d'émotion qui transforme ce moment en une expérience singulière et par conséquent mémorable. J'insiste sur chacun de ces termes. Expérience singulière et mémorable. En s'inscrivant dans la mémoire individuelle, l'expérience du littéraire devient dès lors partageable, surtout si l'objet qu'il a suscité est disponible à la communauté. Et elle peut dès lors, comme telle, s'inscrire dans la mémoire collective et créer une culture commune ou participer à la culture commune. Ces diverses composantes du filtre littéraire n'existent que rarement à l'état pur et sont le plus souvent offertes en combinaison. Ensemble, elles forment le socle cognitif du jugement de littérarité sur lequel l'école et la société vont tendre par la suite à imposer leur propre construction. La conscience littéraire est donc en constante évolution, tout comme les genres, les écoles et les pratiques qui en produisent les objets. Par ailleurs, il faut aussi tenir compte d'un autre facteur, longtemps ignoré, qui est l'influence du champ sur le champ littéraire du support ou du média au moyen duquel on entre en contact avec une œuvre. On sait en effet combien l'imprimé a augmenté l'importance de l'œil dans le jeu d'interaction des divers sens. Ainsi que l'a montré Walter Ong, disciple de McLuhan, l'œil est froid, neutre, analytique, détaché de la réalité qu'il observe, alors que l'oreille est intrinsèquement participative, intégrant la totalité des sons ambiants, sans possibilité d'en exclure. Selon McLuhan,
après que la montée du roman au XIXe siècle et dans la première moitié du XXe ait augmenté à un degré énorme la prédominance de l'œil, l'ouïe est revenu en force dans la seconde moitié du XXe, comme en témoigne l'importance considérable qu'a prise la chanson dans la culture populaire. La chanson est ainsi devenue le lieu par excellence des jeux sur le signifiant. Elle a même élargi son répertoire dans les dernières décennies en intégrant des formes nouvelles telles le rap et le slam. L'émergence assez récente de ces genres, surtout populaires, serait, selon l'analyse de McLuhan, une façon de contrebalancer la place toujours plus importante occupée par le visuel et que la culture numérique a démultiplié. La culture numérique a en effet accentué le pouvoir de l'œil tout en soumettant toujours davantage les contacts humains au régime du virtuel, plus immédiat, plus efficace et surtout moins envahissant que le contact physique. C'est ainsi que le téléphone, qui était le média de choix pour communiquer oralement, est maintenant surtout utilisé pour échanger des messages textes et des émoticônes. En 2015, ils s'en envoyaient, paraît-il, 23 milliards par jour. Vivant de plus en plus séparés des autres, il semble que nos contemporains tentent de compenser en multipliant les amis virtuels sur Facebook ou autres plateformes, avec lesquels ils sont en contact de façon purement visuelle. Tout se passe comme si on avait peur du contact trop intime, trop chargé de vérité que véhicule la voix. En réaction, celle-ci me semble maintenant en passe de prendre une importance nouvelle en tant que vecteur privilégié des jeux de signifiants et support potentiel d'une émotion littéraire. L'attribution récente du prix Nobel de littérature à Bob Dylan me semble relever de ce phénomène et illustre à quel point la notion même de littérature est en voie de redéfinition. Certes, le choix du jury du Nobel a été critiqué abondamment par les défenseurs attitrés des institutions éditoriales, tels Pierre Assouline en France, qui a qualifié ce choix de méprisant pour les écrivains, ou l'écrivain écossais Irvine Welsh, qui est allé d'un commentaire d'une vulgarité abyssale que je vous épargne. Ces réactions ne doivent pas surprendre, car le champ de la culture a toujours été un lieu fortement hiérarchisé, où le critère de la distinction est l'enjeu de pression qui s'exerce, surtout en France, du haut vers le bas. Un goût affiché pour des productions de bas niveau risque de faire baisser votre capital culturel. Pierre Bourdieu avait noté dans ses enquêtes en 1970 une nette ambivalence des élites sur le statut de la chanson. Les intellectuels, les artistes et les professeurs d'enseignement supérieur semblent balancer entre le refus en bloc de ce qui ne peut être au mieux qu'un art moyen et une adhésion sélective. Avec l'attribution du Nobel à Bob Dylan, la chanson s'est hissée au rang des pratiques littéraires légitimes, confirmant la réintroduction de la parole vivante dans le champ littéraire. De ce fait, le signifiant, qui est un des piliers de notre expérience du littéraire, a maintenant une existence reconnue, indépendante du support écrit dans le champ de la littérature. Le roman a déjà pris note, en quelque sorte, de ce retour de la voix comme support littéraire. L'écrivain américain George Saunders a publié tout récemment, il y a un mois à peine, un roman intitulé « Lincoln in the Bardo ». En voici brièvement la trame. Selon des témoignages historiques, Lincoln, qui avait perdu son fils, se rendait régulièrement à la crypte où reposait celui-ci pour mettre sa main sur le cercueil et s'entretenir avec lui. Prenant appui sur ce fait, le romancier situe son récit dans le bardo.
espace de la mythologie tibétaine, le bardo Todol, que l'âme du défunt doit franchir pour pouvoir se réincarner. Le romancier imagine que le fils de Lincoln dialogue au cours de cette traversée avec les nombreux fantômes qu'il rencontre, fantômes défigurés par les désirs inaboutis de leur existence terrestre. Il a fait faire une version audio de ce roman et a convaincu l'éditeur d'avoir recours à 166 personnes différentes, 166 comédiens, pour incarner les voix des divers fantômes afin de respecter autant que possible l'identité de chacun. Ce souci de la vérité des voix me semble une autre caractéristique du nouveau statut que l'oral est en train d'acquérir dans une culture sursaturée de messages visuels. Et on en a vu un autre exemple cet après-midi même, ici même, avec la version numérique de La croisade des enfants de Marcel Schwab, dont chaque chapitre est lu par une voix différente, adaptée à l'énonciateur du chapitre. Quant au narratif en général, il est lui aussi en profonde mutation. En favorisant la lecture individuelle, l'imprimerie avait entraîné l'essor du roman, comme l'avait déjà noté Walter Benjamin, roman qui est progressivement devenu un produit de masse, tout en arrivant à occuper une position prépondérante dans le champ littéraire. Cette affinité du roman avec la presse à imprimer a été bouleversée par l'arrivée de l'image. Depuis un siècle déjà, le récit a investi le cinéma, où il a donné lieu à des formes relativement courtes, assez comparables aux contes. Et certains cinéastes ont d'ailleurs carrément intitulé leurs films des contes. Mais c'est dans les séries télévisées que depuis une trentaine d'années, le récit a véritablement accompli sa migration vers l'audiovisuel. Les séries offrent en effet des formes narratives longues qui rivalisent très bien avec le roman feuilleton, si populaire au XIXe siècle. La série télévisée s'est ainsi, depuis une vingtaine d'années, montrée capable de ressusciter sur écran les grandes fresques romanesques, explorant tous les genres, du réalisme au merveilleux ou à la fiction historique. Le spectateur peut ainsi cohabiter avec un imaginaire durant des semaines, voire des années. Et un imaginaire, ça se cultive, ça demande du temps, ça ne vient pas en un clic. Et il cohabite avec cet imaginaire comme on le faisait jadis avec les grandes fresques romanesques. Ce qui montre, selon moi, que l'intégration du visuel au littéraire est actuellement bien en cours. Dès 1984, au terme de son étude sur temps et récit, Ricoeur estimait que de nouvelles formes de récit pourraient bien apparaître. Peut-être, en effet, le roman est-il en train, lui aussi, de mourir en tant que narration, écrivait-il. Rien, en effet, ne permet d'exclure que l'expérience cumulative qui, au moins dans l'ère culturelle de l'Occident, a offert un style historique identifiable, soit aujourd'hui frappée de mort. Peut-être faut-il, malgré tout, faire confiance à la demande de concordance qui structure aujourd'hui encore l'attente des lecteurs et croire que de nouvelles formes narratives que nous ne savons pas encore nommer sont déjà en train de naître, qui attesteront que la fonction narrative peut se métamorphoser, mais non pas mourir. 10 ans plus tard, Julia Kristeva reprenait en écho l'inquiétude de Ricoeur, mais de façon apocalyptique, estimant que le concept de littérature, qui depuis 3 ou 4 siècles a pu élire du sens dans cette culture, pourrait s'éteindre à son tour, comme les autres, dans l'accélération du spectacle et de la fragmentation des âmes. Cette double réduction du littéraire, d'une part à une période historiquement datée, et d'autre part à la forme écrite, me semble éminemment discutable. Et je me range beaucoup plus du côté de Michel Butor, qui déclarait en 2001 « Le roman est lié à une certaine forme de société et de communication différente de celle d'aujourd'hui. D'autres formes littéraires et artistiques liées aux techniques actuelles vont apparaître.
Ce romancier, voilà déjà 16 ans, avait perçu la nécessité de ne pas enfermer la catégorie du littéraire dans un support particulier, mais de la voir comme susceptible de se modifier en fonction des évolutions techniques. Et il s'est révélé en surprenante harmonie avec l'époque. Une des principales caractéristiques de l'environnement numérique est que tout un chacun peut s'insérer dans la chaîne de production des textes et devenir potentiellement auteur, diffuseur ou critique, que ce soit sur Facebook, dans des blogs ou dans des sites d'auto-édition, en court-circuitant les instances éditoriales et les relais traditionnels de l'institution littéraire. Le site d'auto-édition le plus populaire est Wattpad, qui se décline actuellement en 50 langues, est utilisé dans le monde par 45 millions de personnes par mois. On y trouve des récits de tout genre et l'accès en est entièrement gratuit. Ce qui fait aussi l'intérêt de ce site est la possibilité qu'a le lecteur d'insérer ses réactions et commentaires à chaque paragraphe de texte, fournissant ainsi des indications parfois précieuses aux auteurs. Et on a parfois un paragraphe accompagné de 20 ou 30 ou 200 commentaires. Et des milliers de personnes qui n'auraient jamais pensé devenir écrivains se sont mises à écrire sur cette plateforme. Vous pouvez aller voir, aller vérifier. Et il en est de partout, du Sénégal, du Canada, de France. Et certains de leurs ouvrages ont été publiés par des éditeurs traditionnels. Mais même sans publication commerciale, l'expérience est extrêmement enrichissante selon de nombreux témoignages. Voyant le succès grandissant des séries télévisées, Wattpad a d'ailleurs passé contrat avec un studio pour porter à l'écran des romans publiés sur son site, avec l'ambition avouée de devenir le prochain Walt Disney. Bon. L'idée est de repérer dans cet énorme matériel fictionnel, 300 millions d'histoires à peu près, les intrigues et les thèmes les plus susceptibles de fournir des canevas d'histoires qui accrocheraient le public. Le narratif est donc loin d'avoir disparu, mais il est plus porté à s'accompagner du spectaculaire, il est plus diffus, il est aussi plus participatif et plus accordé à la demande du grand public, comme l'était déjà le roman feuilleton du XIXe siècle, il ne faut pas l'oublier. J'en viens maintenant au troisième niveau du jugement de littérarité, du filtre de la littérarité, qui est celui de l'interprétation et du questionnement sur les textes. Grâce aux immenses corpus disponibles sur Wikisource, Google Books, archive.org et Gallica, on peut plus facilement que par le passé explorer les textes en synchronie et en diachronie et les mettre en contraste. La lecture du roman classique ne disparaîtra cependant pas de notre horizon, comme le montrent les ventes du roman 1984 d'Orwell, qui ont monté en flèche depuis l'arrivée de Donald Trump sur la scène politique américaine. Non, réellement. Signe que la lecture garde toute sa force en tant que référentiel commun pour penser les devenirs possibles de notre société et discuter des valeurs fondamentales qui donnent sens et valeur à la vie. Et nous avons vu au cours de ce colloque, encore ce matin, que d'autres ouvrages sont utilisés en France pour explorer la même thématique, parce que nous sommes tous affectés par ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Donc, la littérature sert toujours de moyen de questionner, d'interroger notre rapport au réel et ce qui se passerait si, dans le cas où. Nous sommes dans une période de transition où les nouveaux médias, même s'ils ne sont pas arrivés à leur plein développement, sont en train de modifier notre environnement dans des directions encore difficiles à prédire. Lorsque l'ordinateur de bureau était notre seule voie d'accès au numérique, la lecture du roman semblait condamnée sur écran. Mais la situation a radicalement changé avec l'apparition des supports mobiles que sont les tablettes et téléphones. Personnellement, je lis des romans de milliers de pages sur mon téléphone et que j'ai adopté comme beaucoup d'autres, comme
bibliothèque personnelle. En même temps, les logiciels de lecture de vidéos et de fichiers audio se sont raffinés au point que nous avons aujourd'hui à peu près autant de contrôle sur le défilement des contenus visuels et sonores que sur le texte imprimé. Ce qui, souvenez-vous, était le grand argument de Marcel Proust en faveur de la lecture, par opposition à la conversation. L'éventail des contenus culturels offerts à notre curiosité s'est ainsi élargi considérablement. Encore faut-il, et je vais vers la conclusion, encore faut-il que ces contenus puissent circuler avec fluidité. Les distributeurs traditionnels de produits culturels sont tétanisés par le nouvel environnement qui non seulement ouvre à tous l'accès à une culture gratuite, mais leur enlève aussi les marges confortables que permettait un public captif dans une ère où la diffusion était entièrement contrôlée par le grand capital. Ainsi, Manuel Alduy, ex-directeur du cinéma à Canal+, fulminait récemment contre ce qu'il considère comme une scandaleuse surdiffusion culturelle. Alors qu'il était un enjeu politique, l'accès à la culture est soudainement donné à tous et presque gratuit pour tous. Imaginez le scandale. Alors qu'il était un combat politique, la diversité culturelle se décline désormais à l'infini des demandes individuelles. Ça, c'est dans une entrevue récente dans Mediapart. On ne peut que s'inquiéter devant cet appel à une intervention de l'État pour restreindre les choix des individus au nom d'une prétendue surdiffusion culturelle. Il est pour le moins paradoxal de prétendre défendre la culture en restreignant l'accès. La gratuité de la culture a certainement eu pour effet de dévaluer le capital de distinction que conférait à une élite fortunée l'accès exclusif à des productions haut de gamme. Faut-il bannir Google parce qu'il permet à tout un chacun de trouver en quelques secondes un manuscrit de la BNF ou une reproduction intégrale du Malade imaginaire accompagné de la musique de Charpentier? Quant à Jean-Luc Mélenchon, il veut recycler une idée de Victor Hugo, visant à mettre en place une redevance sur le domaine public commun afin de financer les créateurs. Il dit reprendre en cela une proposition avancée récemment par un syndicat d'auteurs de bande dessinée. Ces propositions me semblent ignorer la réalité de la culture numérique en émergence, qui engendre une économie hybride, où les activités de partage ne supplantent pas les activités payantes, mais les relaient et coexistent avec elles. Dans cette culture, la distinction entre créateurs et non-créateurs, telle qu'elle avait été érigée en modèle, mais modèle vraiment fermé, durant les derniers siècles, tend à disparaître, chacun devenant un intervenant dans l'espace commun. Le blogueur devrait-il avoir un moindre statut qu'un auteur dûment inscrit au syndicat des BDistes? Et qu'en est-il du vidéaste amateur qui place ses vidéos sur YouTube, du photographe qui partage ses photos sur Flickr, de l'écrivain en herbe qui place ses romans sur Wattpad? Et quel devrait être le statut des milliers de contributeurs à Wikipédia et à ses projets connexes? Ne sont-ils pas, eux aussi, des producteurs culturels? Loin de prolonger la durée du droit d'auteur, il faudrait au contraire la réduire et assouplir la loi, comme le propose le juriste américain Lawrence Lessig, afin d'encourager la réutilisation de contenus existants dans des créations nouvelles par des opérations de remixage qui ne soient plus limitées au domaine de l'écrit, mais qui s'étendent à l'ensemble du champ culturel, y compris la musique, les images et l'architecture. Il est par exemple véritablement désolant que la loi française continue à restreindre les droits sur la photographie des édifices publics, alors même que ceux-ci font partie de l'espace partagé, de l'espace commun, et qu'ils ont été construits avec l'argent des contribuables. C'est totalement aberrant. La Belgique, qui avait une loi aussi aberrante, l'a heureusement abolie, modifiée il y a quelques mois.
Nous sommes dans un moment de civilisation qui n'est pas sans présenter des analogies avec la Renaissance, qui a connu un formidable élan intellectuel et artistique grâce à la redécouverte de l'immense patrimoine gréco-romain et aux énormes possibilités de diffusion offertes par la technologie de l'imprimerie. Il ne faut pas gâcher ce moment par des politiques inappropriées. Je vous remercie de votre attention.